Donc la session 5 formation est donc maintenant terminée et je vais passer la parole donc à Philippe Métivier qui va donc être qui va organiser la table ronde qui va suivre et donc avec donc les participants qui s'affichent déjà sur l'écran. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous et nous allons quitter un peu le côté technique pour essayer de prendre à la fin de cette session un peu de hauteur sur effectivement comment faire en sorte que toute cette filière, toute cette technologie, tous ces beaux projets donnent de la belle valeur économique pour notre pays. Voilà, donc je vais faire venir les intervenants un par un et je vais en profiter pour vous donner un tout petit peu leur parcours. Donc on va commencer, on a la chance avec nous d'avoir votre député local, Éric Bothorel, que j'invite à de prendre place où vous le souhaitez. Donc en quelques mots, Monsieur Éric Bothorel, vous êtes député de la 5e circonscription des Côtes-d'Armor depuis 2012, si je ne me trompe pas. Et pour ceux qui ne savent pas, cette circonscription suit la côte et va de Trébordin jusqu'à presque Saint-Brieuc et englobe évidemment la zone de l'Agnon. Vous avez 53 ans, vous êtes membre du groupe de la République En Marche à l'Assemblée et vous participez à la Commission des affaires économiques et à celle des affaires européennes depuis 2017. Vous êtes un spécialiste dans le domaine du numérique et des communications et vous avez été désigné rapporteur du groupe de la République En Marche sur la numérisation et l'innovation des TPE-PME, sujet qui nous intéresse. Vous venez de coécrire un rapport d'information sur les communications électroniques, les postes et l'économie numérique concernant la reprise et le plan de relance après l'épidémie du Covid-19. Rapport dont évidemment vous nous direz quelques mots tout à l'heure. Voilà. Donc je vais maintenant inviter Monsieur Giorgio Anania, que je vais tutoyer parce qu'on se connaît depuis un moment, c'est pas tout à fait comme vous, Monsieur Bothorel. Donc Giorgio, mon papier, tu es actuellement PDG d'Aledia à Grenoble. Aledia, pour ceux qui ne le savent pas, est une start-up qui a le vent en poupe, très en vue dans le secteur des micro-LED. Alors, cette technologie sera sans doute celle de nos prochains téléviseurs, puisque ça fait des pixels plus petits, plus brillants et qui consomment moins. Voilà. Donc, tu es aussi vice-président de Photonics 21, effectivement, qui sert à faire du lobby pour la photonique auprès de la Commission européenne et à l'orienter dans ses différents choix d'axes photoniques. Tu connais très bien la photonique, depuis près de 40 ans, puisque tu as été dans les années 2000 le PDG de Boucam, qui est devenu Oclaro et qui est maintenant listé sur le Nasdaq avec le succès qu'on connaît. Et tu n'hésites pas à te définir comme étant un serial entrepreneur qui a levé 1,3 milliard d'euros et qui les a dépensés. Donc, Giorgio nous dira tout à l'heure un peu à quoi peut servir tout cet argent. Voilà. Donc, j'invite après Thierry, Georges, que beaucoup d'entre vous connaissent puisqu'il est de la région. Thierry, lui aussi, est un serial entrepreneur. Tu es actuellement PDG de la société Oxius, que tu as fondée en 2002, et qui produit des lasers qui maintenant produit des lasers pour la biophotonique. Ingénieur polytechnicien et télécom, il y a 30 ans, tu as été un des premiers Lagnonnais dans le domaine des transmissions optiques à haut débit. Tu as fondé Algeti, qui presque immédiatement a été racheté par Corvis dans le cadre de la fameuse bulle des années 2000. Tu es un membre fondateur de Perfos, de la plateforme maintenant qui appartient à Photonics Bretagne. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que tu accompagnes diverses startups sur le territoire français dans le domaine de la photonique. Et donc tu as une vue très diagonale, j'ai envie de dire, sur l'ensemble des problématiques photoniques dans les différents écosystèmes français. Voilà. Et puis on va inviter aussi un autre local, Benoît Cadier. Voilà, Benoît vient t'asseoir avec nous. Benoît était jusqu'à hier président de Photonics Bretagne. Voilà. Tu es toujours directeur général de la division photonique du groupe X-Blue, équipe que tu as créée
en 2006 à Lannion en créant X-Fiber, qui, comme tout le monde sait, fait de la fibre spéciale. Et effectivement, et tu participes évidemment au développement de l'écosystème local dans tout le domaine de la fibre et de ses applications. Et tu m'as dit récemment qu'un des sujets qui te préoccupait, c'était le fait qu'on prenait trop de temps pour aller des idées au produit. Voilà. Donc une des questions pour être plus efficace, c'est est-ce qu'on peut aller plus vite? Voilà. Donc ce que je vous propose, je crois qu'on a une quarantaine de minutes, c'est ça, à peu près, pour discuter. C'est ce qui était prévu, donc on va les prendre. Il y a plusieurs sujets qui sont apparus, je pense, dans le domaine de la photonique, et je vous en liste 4, et puis on verra en fonction du temps et de vos réactions comment on les aborde. Le premier, clairement, là, qui apparaît plusieurs fois, c'est la notoriété de la photonique. La difficulté de faire d'abord connaître ce mot, cette terminologie, et puis de la faire rentrer dans la mémoire de chacun. Et avec tout ce que ça veut dire sur des actions grand public, mais aussi des actions plus spécifiques. Le deuxième, évidemment, c'est pour développer une activité, il faut des moyens. Alors, il faut du cash, voilà, mais il n'y a pas que ça. On a vu qu'il fallait des ressources, et on a entendu aussi plusieurs fois durant ces 2 jours que, de temps en temps, on ne trouvait pas les bonnes ressources humaines. Voilà. Troisième sujet, effectivement, est la rapidité de réaction, qui est un sujet, mais qui va non seulement de l'innovation de produit, mais aussi à le mettre sur le marché, donc que le produit sache rencontrer ses bonnes applications. Et je trouve que ce matin, on a eu un certain nombre de belles présentations qui expliquaient comment les besoins applicatifs amenaient des besoins en composants optiques. Voilà. Et puis, le dernier sujet qu'on ne peut pas éviter en ce moment, c'est l'effet Covid. Qu'est-ce que ça change? Voilà. En bien, en mal, en opportunité, ça, je pense que c'est un vrai sujet. Voilà. Donc, je commencerai par vous, monsieur le député, avec une première question en disant la fibre optique à Lannion, c'est pas récent. Il y a eu une belle bulle, une belle notoriété dans les années 2000. Comment est-ce que on fait en sorte de promouvoir la photonique ou la photonique fibrée, si on veut intégrer plus, dans l'inconscient populaire, on va dire, de façon à ce que ça devienne vraiment une thématique forte et qu'il soit pas obligé de se chercher entre l'intelligence artificielle, les objets connectés, le reste, voilà. Donc, de façon à ce que, d'abord, on fasse venir, par exemple, des jeunes dans nos formations, ou que on sache être reconnu au niveau des ministères, et puis ensuite, que ce soit une technologie qui fasse envie, à tout le monde, quoi. Merci pour la question. C'est une très très bonne question. Spontanément, je vous dirais, d'abord, on commence par se faire, ce qui me permettra de corriger, pardon, mon introduction, juste une petite erreur. On commence par se faire engueuler par Corinne Herel, qui vous reprend quand vous dites que Lannion, c'est un territoire de télécom ou de numérique, et que vous omettez de signaler la photonique. Donc, Corinne Herel était la députée qui m'a précédé jusqu'en 2017, ce qui fait que je n'étais pas député en 2012, j'étais son suppléant. Et ce qui permet de lui rendre hommage, comme on le fait régulièrement, à chaque fois qu'on aborde des sujets qui sont des sujets à la fois du territoire et en même temps ceux du progrès et de la recherche. C'est un sujet auquel je suis confronté depuis 3 ans. Et je prends garde à chaque fois que je fais la promotion de mon territoire. Vous savez qu'il y a une règle absolue quand vous êtes parlementaire. Quand vous êtes ici en circonscription, vous rendez des comptes de ce que vous faites à Paris. Et quand vous êtes à Paris, vous parlez de votre circonscription. Vous êtes un peu son ambassadeur. Et donc je suis assez vigilant. Aujourd'hui, c'est devenu un réflexe. Avant, il a fallu un peu se forcer parce que moi-même, je l'ai découvert au moment de rentrer en campagne, que derrière ce label et derrière la réputation, parce que ce que vous évoquez comme sujet, c'est celui de la réputation, de la notoriété du territoire, se cachait derrière le mot de télécommunication, de fibre optique, un autre domaine d'activité que j'ai découvert et que je méconnaissais, c'est celui de la photonique. Donc, comment fait-on pour le connaître? Quand on est parlementaire, on en parle régulièrement dans les différents ministères, on soutient les différents projets et on fait à plein ce rôle d'ambassadeur. On saisit l'opportunité d'avoir un prix Nobel il y a 2 ans maintenant. J'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs à l'occasion de travaux de la photonique. Il ne faut pas que ce soit un élément que de spécialistes. Mais vous avez eu raison de rappeler l'ensemble des buzzwords qui secouent on est un monde en pleine ébullition.
la blockchain, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, les experts, les systèmes experts, les réseaux de neurones. Si ma préoccupation en tant que député était de me soucier de ma prochaine élection, je prendrais peut-être des sujets qui sont plus grand public que cela. Et je peux vous avouer que quand vous rendez des rapports sur les télécoms, le numérique, exercer la mission qui m'a été confiée par le Premier ministre le 22 juin sur les codes sources, l'open data et les données d'intérêt général. Très honnêtement, c'est pas un sujet qui fait beaucoup écho au territoire, et pourtant, et j'en terminerai par là parce que on n'a que 40 minutes et il y a bien des sujets à évoquer et plusieurs intervenants de qualité qui vont s'exprimer. Quand je discute avec les responsables de la science ouverte, par exemple, on voit les enjeux qu'il y a à la meilleure circulation des données publiques ou privées, y compris dans le domaine de la recherche, et y compris pour accélérer, et c'était un sujet que nous allons aborder, le passage de l'innovation à la réalisation au stade industriel. Mais comme vous, je cherche encore la clé du succès qui me permette de parler d'un sujet qui est éminemment technique et en même temps qui est au cœur de tout de notre quotidien. L'état de notre pays fait qu'aujourd'hui, on se méfie de toutes les ondes électromagnétiques. Certains voudraient presque peut-être éteindre le soleil, ignorant peut-être qu'une partie de ce que l'on bénéficie de la part du soleil, ce sont aussi des ondes, et ce sont d'abord des ondes électromagnétiques. Oui, il faut remettre, je le disais hier soir sur un plateau de télé, sur France 5 pour pas les citer, il faut remettre la science au milieu du village. Et c'est ce qu'on essaie de faire quand on est parlementaire. Merci, monsieur le député. Giorgio, toi qui es à la fois à Grenoble, un gros écosystème qui fait plein de choses, dont la photonique, et puis auprès de l'Europe, comment toi tu vois ce positionnement de la photonique par rapport aux autres technologies? Moi, je pense que ça me fait faux problème. C'est-à-dire, la photonique, on dit, c'est pas assez connu. La réalité, c'est que la meilleure façon de se faire connaître, c'est d'avoir du succès. Or, les prochaines 10-15 ans, je suis convaincu, il y aura une avalanche d'innovation qui va s'abattre sur la planète, beaucoup plus que les derniers 30 à 40 ans. Et la photonique, c'est un des domaines qui va faire marcher tout ça. Donc, premier message pour le gouvernement, c'est très rentable d'investir en photonique parce que tous ces marchés, c'est des marchés qui montent. Mais il faut être ambitieux parce que c'est des grands paris au niveau mondial qui se font maintenant. Il faut que la France y aille d'une façon agressive parce que c'est là qu'on va créer les jobs, c'est là qu'on va créer les jobs de valeur. Et je pense que tout ce qui s'est passé cette année, avec le Covid, mais aussi avec la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, font que finalement les gens ont compris. On a passé 20 ans, on a changé de vitesse, les gens se sont rendus compte que c'est la technologie qui crée les jobs. Okay? C'est vraiment la technologie qui crée les jobs futurs. B, on peut pas dépendre toujours des choses qui se passent à l'étranger, parce qu'il peut y avoir des guerres, on ne contrôle pas. Et je pense que finalement, les gouvernements, et notamment le gouvernement français, ont vraiment compris ça. Et donc, je pense que c'est un message assez fort d'optimisme de ma part. Je pense que ce sera plus facile de financer le type de choses qu'on veut faire, nous. Mais qu'il faut être ambitieux. Parce que souvent, par exemple, ici, si je regarde la quantité de cerveau qu'il y a dans cette région, au niveau des composants, il faut trouver une façon de prendre ça et de créer des vrais business de taille autour de ça. Souvent, il faut aller en aval, parce que les marges sont plutôt en aval. Moi, je trouve désolant que on a changé la planète avec le télécom qui coûte pas cher, et pourtant, c'est un marché de 12 milliards, qui est un marché gros comme ça. Parce que la base, la marche se fait en aval. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut être ambitieux. La France a toujours eu la technologie. Il faut être sûr qu'on ajoute le management et le financement, parce que c'est des marchés qui, on met les trois éléments, et pratiquement n'importe où vous investissez, ça va monter, je pense. Donc il faut passer moins de temps à se demander la question, est-ce qu'on optimise, est-ce qu'on a fait le mieux qu'on aurait pu, et vraiment le faire, parce que on joue gagnant sur la plupart de ces domaines. Bon, c'est grand. Merci Giorgio. Thierry ou Benoît, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet, sur ces questions? Comment est-ce qu'on fait plus connaître que ce soit aussi pour recruter? Moi, je pense qu'il faut faire un effort constant sur la promotion de la photonique et expliquer ce que c'est. Et je pense que Photix France et puis les différents clusters font le travail. Et parce que effectivement, j'ai aucun doute, je partage complètement la position de Giorgio. La photonique va grossir dans les écosystèmes à venir et ça sera des éléments clés. Alors, sauf qu'on va pas toujours le voir parce que finalement, in fine, c'est les domaines applicatifs qui sont là. Ils se reposeront sur la photonique comme ils se reposent sur l'informatique, comme ils se reposent sur l'électronique.
alors peut-être que les secteurs d'informatique électronique se vendent un peu mieux ou historiquement ont plus de poids. Il faut se faire connaître parce que de toute façon c'est ça qui va susciter aussi l'intérêt des jeunes à se former dans le domaine. C'est ça peut-être aussi qui va quand même pousser certains investisseurs à aller un peu plus dans ces secteurs-là et clairement c'est aussi ce qui va pousser les politiques à se dire ouais, la photonique c'est vachement important, si on va être bon dans les 20 prochaines années, c'est un des secteurs dans lesquels il faut absolument investir, c'est clair. Benoît. Je rajouterais, on parlait de formation, mais c'est aussi parce qu'on a souvent les jeunes entrepreneurs ou moins jeunes ont une culture d'ingé et pas forcément très orientée marketing. Et il faut pas s'interdire aussi d'aller recruter dans d'autres domaines des gens qui savent faire ça beaucoup mieux que nous, je dirais. Donc pour promouvoir aussi la filière. Donc c'est un des problèmes aussi des fois de monter dans la chaîne de valeur, d'aller vers l'aval justement, c'est de faire du marketing stratégique et ça on a tendance en tant qu'ingé à rester dans notre strate transversale qu'on connaît bien et donc des difficultés à aller justement vers l'aval. Merci. Alors, je vais rebondir sur une petite remarque de Giorgio tout à l'heure en disant il faut avoir de l'ambition. Pour lancer une ambition, il faut des projets qui aient de la taille suffisamment, parce que il peut y avoir des questions de taille critique ou et en fait, je vais être désagréable avec personne, mais on a eu beaucoup de projets qui ont été présentés qui concernaient 10 personnes et la question c'est est-ce que on n'a pas, nous, à trouver des solutions pour consolider ce qu'on fait, de façon à travailler plus en réseau ou avoir une image globale plutôt que de présenter d'un côté il y a la Bretagne, de l'autre côté il y a Bordeaux. Enfin, est-ce que on n'a pas à constituer des objets de taille plus importante, et quand je dis objets, c'est voilà, et de trouver de façon à se présenter au niveau international et vis-à-vis des financeurs comme étant des acteurs importants. Il y a à certains moments, et là Giorgio va pouvoir me contredire ou me dire rien, c'est plus facile d'aller chercher 50 millions que 5 fois 10 millions. Je ne sais pas, en fonction des tailles du projet. Donc comment est-ce que toi, tu réagis par rapport à ce besoin de financement et l'ambition de ces projets? Qu'est-ce que tu mets derrière le terme d'ambition de projet, en termes de taille, en termes de voilà. J'ai rien de particulièrement intelligent à dire, mais c'est vrai que beaucoup de ces applications trouvent la valeur en aval. En aval, il faut des investissements beaucoup plus importants que simplement le développement de la technologie. Il y a des éléments marketing, il faut faire venir des managers qui comprennent ça. Bon, pour moi, c'est assez simple. On met ensemble la technologie, des managements qui sait comment faire. Et le management souvent permet d'obtenir des financements parce que dans la finance, c'est clair, on prête aux gens qui l'ont déjà fait parce que c'est rassurant. Donc, le management permet lui-même d'avoir plus de financement. Je pense qu'en France, on a tourné un cap. Le gouvernement est très actif dans le financement de la technologie maintenant. Et vous mettez les trois ensemble et il y a du succès. Et le succès, après, ça crée l'eau de neige. Pour moi, c'est assez simple. Je ne sais pas si je suis superficiel là-dessus, mais les opportunités ne nous manquent pas. Thierry, sur ces aspects de travail en commun, de consolidation, taille critique, ou d'aller chercher de l'argent de façon efficace? Alors, peut-être que si on rebondit sur ce qu'on a dit juste avant, si on veut faire connaître la photonique et convaincre tout le monde que la photonique est importante, on a besoin de quelques succès de référence. Et succès de référence, ce sera une société qui va exploser, qui va, j'espère que celle de Giorgio va devenir un leader mondial et vraiment on va parler que de celle-là. Des succès comme ça vont faire prendre conscience que la photonique c'est important et que la France joue un rôle majeur là-dessus. Alors qu'elle a plein d'atouts, ça c'est clair. Alors ce succès-là, il peut soit se construire par une société qui a beaucoup d'argent et puis qui explose, parce que de toute façon il y a des secteurs où de toute façon soit on lève quelques centaines de millions, soit on lève rien, ça sert à rien de faire un truc intermédiaire. Quand on fait de la grosse techno, on a besoin de ces sous-là. Alors ça peut être autrement, et je dirais que ce qui se passe, alors ici sur les territoires c'est intéressant, des sociétés petites de taille modeste, moyenne, qui aussi
Greenpeace, Equinox, ont fini par agglomérer finalement par croissance externe, ont fini par atteindre cette taille de TI déjà. Et c'est intéressant aussi, c'est un schéma qui est tout aussi valable que l'autre. Et c'est intéressant. La photonique doit se consolider. La photonique, quand on va à Photix West, on parle de sociétés à 5 personnes, 10 personnes. Il y en a plein partout. Mais effectivement, à 5 ou 10 personnes, on a du mal à être rentable, on a du mal à être pérenne. Pour moi, il faut au moins atteindre le seuil de 50 personnes pour commencer à avoir une certaine pérennité et certains niveaux de rentabilité. Et évidemment, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller plus loin, il faut aller vers le TI. Donc, il y a énormément de petites technos qui faisaient dans tous les sens parce que c'est pas normalisé. La photonique n'est pas normalisée comme l'électronique. Et donc, il y aura toujours, alors, il y aura peut-être des normalisations, mais à un moment donné, il faut fusionner tout ça et faire quelque chose d'un peu plus gros. Donc, soit on a des très gros projets, puisque dès le départ, il y a du lourd, soit on se dit, on part d'un noyau et puis on fait un peu d'agglomération parce qu'à la fin, on est capable de répondre à toute une problématique. C'est-à-dire qu'on est capable de donner toutes les réponses à nos clients. Et donc c'est les deux moyens, à mon avis, de grossir. Et il faut que les deux se mettent en œuvre. Je suis 2000% d'accord. Je trouve qu'il faut ce role model deep tech qui fait voir que c'est possible. Et après, tout le monde va venir. Je sais qu'à Grenoble, il y a une ou deux sociétés qui ont percé. On parle toujours des mêmes. C'est des sociétés de taille moyenne, mais c'est pas grave. Ça donnait une impulsion à toute la région. Et c'est ça qu'il faut. Et pour ça, il faut que ça arrive à une taille de visibilité minimale pour qu'on puisse l'avoir comme un role model. On peut prendre l'exemple de Soitec, par exemple. Soitec, c'est l'exemple parfait. Parfait, qui est parti du Leti. C'est pas une grande société, elle a dépensé beaucoup de R&D que Soitec, mais Soitec attire toute l'attention et cristallise un mouvement vers la technologie. Et c'est très, très simple. Et je pense qu'une des caractéristiques de Soitec, ça a été le leader du SOI quand il a créé, donc c'était le leader d'un marché, et il croit avec son marché, il décroît avec aussi certains de temps en temps, mais qui effectivement, on a besoin, ce que vous avez dit, et je pense que c'est fondamental, de trouver le secteur applicatif auquel on répond, et d'être le leader de cette réponse. Alors ça peut être des réponses sur des niches, Thierry peut en parler, de niches à 5 millions ou à 7 millions, c'est dommage, il vaut mieux répondre à une niche de 500 millions, là c'est plutôt celle que tu cherches toi sur les écrans du futur, mais le segment, il faut au moins ça, et je pense que c'est sûrement une des clés, effectivement, de trouver effectivement le lien entre les applications. Et la présentation ce matin de Lumibird sur le secteur de l'ophtalmologie médicale est, parce que Lumibird devient le premier acteur en ophtalmologie du monde, en ophtalmologie médicale, laser. Donc, je pense que ça, même si c'est pas encore 500 millions comme ces segments, c'est important. Benoît, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, il y a un autre vecteur aussi pour devenir le leader, effectivement, c'est l'intégration verticale. Il y a la consolidation dans le domaine où on est, et puis il y a l'intégration verticale de toutes les technos pour devenir l'acteur unique en maîtrisant toutes les briques de base, les briques technologiques qui aussi permettent de faire la différence dans les produits qui sont à plus forte valeur ajoutée au bout de la chaîne. C'était le choix d'X-Blue, voilà. Alors, tu vas pas lâcher le micro, parce que du coup, on va repasser sur la partie rapidité de réaction. On dit souvent en France, on a plein de bonnes idées, on a encore entendu plein de techno, voilà. Et puis, on fait des produits, t'entends, mais ils deviennent pas des leaders mondiaux ou des leaders de segments de marché. Pourquoi? Ouais. Alors, pourquoi? C'est compliqué comme comment pourrait-on faire mieux, déjà? Je pense qu'il y a deux aspects. On revient toujours sur l'aval et l'amont. Là, je parlerai plus au niveau de la plateforme Photonics Bretagne que d'X-Blue. Mais on parlait de compression et d'étirage pendant ces 2 jours. Je dirais qu'on essaye au niveau plateforme de raccourcir justement le temps entre l'idée qui sort du labo et puis le besoin de la PME et de faire ce lien. C'est aussi pour ça que les plateformes comme Photonics Bretagne ou autres existent. Et à l'inverse, on se trouve parfois confronté à des problèmes d'étirage de temps, justement pour faire passer l'idée du labo à cette plateforme déjà. Donc au niveau des organismes de valo qui existent au niveau des facs, je ne sais pas s'il y en a qui sont présents aujourd'hui, c'est quand même une difficulté qu'on rencontre aujourd'hui parce qu'il y a une certaine lourdeur, ça prend soit des plombes, soit des mécanismes qui sont vraiment chronophages et puis très compliqués à
pour les jeunes porteurs de projets. Et donc, je trouve que ça, c'est un vrai frein à la rapidité de mise en application des idées qui sont très bonnes dans les labos par ailleurs. On est tous très pris, soit dans les labos, soit sur les plateformes, soit dans les PME, pour déjà faire le quotidien. Et je trouve que les organismes de Valo, justement, qui devraient faciliter, être des facilitateurs de ces actions-là, ne remplissent pas complètement leur rôle aujourd'hui. Ok. Un commentaire ou une chose sur justement ces problèmes de rapidité de Thierry? Ouais, non. Ça marche. Si j'aurais un commentaire, je vais juste rebondir. On a parlé de la notoriété et un élément de la notoriété, c'est le prix Nobel. On a la chance d'avoir le dernier Nobel, disons, français de physique. Et quand on regarde sur les 20-30 dernières années, la photonique vient très régulièrement gagner des prix Nobel de physique. Ça prouve que il y a un impact sociétal. Et donc l'impact sociétal, c'est-à-dire que la photonique va être présente dans la société. Donc c'est extrêmement important. Elle est même présente dans les prix Nobel de chimie. Par exemple, sur la microscopie de résolution, c'est la photonique. Dans les mesures d'atomes à l'échelle femtoseconde, c'était aussi de la photonique. Donc c'est aussi un élément extrêmement important et qu'il faut surtout pas oublier. Et donc merci de gagner le prix Nobel et au moins en France ça fait rendre compte aussi à nos dirigeants qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et si effectivement on parle maintenant des projets, les projets ils viennent d'où? Ils viennent de la recherche. On n'est pas dans un métier extrêmement marketing. Alors, bien sûr, il faut absolument avoir du marketing, mais la photonique au début c'est les câbles des technos qui viennent de la recherche. Et encore une bonne chose, on a de la très bonne recherche en France. On a de la très bonne recherche, on a des très bonnes universités, très bons centres de recherche. Et donc ça c'est génial. On a des très bonnes formations, on a parlé de formation, donc c'est très bien. Donc si on veut monter un projet, il faut des bases solides et ces bases sont là. Alors effectivement, il faudra de l'argent. Et moi, un des points qui me gêne et qui me gêne depuis très longtemps, alors on y travaille, c'est cette étape entre la recherche et le projet d'entreprise. Donc on sent bien que on a du mal à faire ce pas et on perd beaucoup de temps où on crée l'entreprise trop tôt avant d'avoir ces résultats de recherche. Et les recherches n'ont pas été assez loin parce qu'effectivement souvent dans la culture du CNRS c'est pas d'aller très très loin, c'est-à-dire que c'est faire le FISREV, des choses comme ça, et c'est pas de pousser jusqu'au bout le travail. Les brevets super importants en super résolution, c'est pas l'idée initiale, même si l'idée initiale est intéressante, c'était la mise en œuvre, et c'est des années de mise en œuvre, et donc il y a des centres techniques dans le monde qui travaillent là-dessus. Alors aujourd'hui, on commence à en avoir. Quand on a créé Perfos, c'était un centre technique, c'était pas très courant encore. C'était l'idée. Alors on a en partie échoué, on a en partie réussi parce que on voit la plateforme est là et très bien. On a quand même en partie échoué parce qu'à l'époque l'idée c'était de dire on a du savoir-faire, on va surtout le conserver. Donc c'était sauvegarder ce qui avait été développé au CNET, mais c'était aussi dire on va vraiment faire un outil qui va sortir tout ce beau savoir-faire du CNRS et de l'université et va l'amener à un niveau de maturité qui sera utile pour des chercheurs, mais aussi pour des entreprises. Et à l'époque, il faut l'avouer, on a galéré, on s'est planté, ça se faisait pas, on n'a pas eu ce transfert. Et ça c'est un échec. Alors les responsabilités sont larges. Alors, après, on a réfléchi en France, on s'est dit on va faire des SAT pour mieux valoriser. Mais aujourd'hui, je pense que c'est aussi un échec. Aujourd'hui, je pense que, alors, je vais me faire mal voir. Je pense que les SAT ne remplissent pas, elles se font vivre elles-mêmes et elles sont pas au service du transfert, à mon avis. Et j'ai été très longtemps. Alors je vais repasser la main, mais j'ai été très longtemps au concours d'entreprises innovantes au niveau national. Et à la fin, il y avait des projets qui étaient géniaux, ils étaient super bons, la recherche était, le marché était là, l'équipe était bonne,
mais on n'a pas primé certains projets simplement parce que la SAT tuait le modèle économique. C'était une folie. Les SAT voulaient l'argent, ils voulaient... On a compris le message sur les SAT, mais sur le fait qu'on a un peu de soucis sur la... Alors, monsieur le député, vous je crois que dans le domaine du numérique, vous essayez effectivement d'avoir des modèles un peu dans lesquels on peut essayer de booster et avoir des Open Innovation Labs, je sais pas quoi. Est-ce que on ne doit pas plus décloisonner que aujourd'hui les cloisons historiques qui existent? Incontestablement, moi je suis partisan, très inspiré par ce qui a été l'impulsion de départ de ce qu'on a appelé initialement l'informatique, qui est devenu entre-temps qui s'appelle le numérique. C'était des communautés de gens qui n'étaient pas prédestinés à travailler ensemble et qui se réunissaient, universitaires, chercheurs, spécialistes du droit, etc. Ça naît comme ça. C'est cette excitation des atomes de chacun, la friction des uns et des autres, qui fait naître, qui traduit en fait une idée en projet et derrière des succès. Après, il ne faut pas que la photonique se désespère. Enfin, je sais que quand on s'observe, on se désespère, quand on se compare, on se rassure. Il y a des choses qui sont très communes à l'ensemble de notre industrie. Vous évoquiez dans votre question l'idée de se regrouper. Incontestablement, pour la conquête de l'international, la France n'a jamais été très bonne pour chasser en meute. C'est un constat qu'on a fait, et c'est vrai pour l'ensemble des marchés. Ceux de la défense, ceux de l'industrie en général. C'est pas notre culture, c'est pas la façon de travailler, c'est plutôt du chacun pour soi. Et on a du mal à avoir de la solidarité, y compris entre les grands groupes et les jeunes startups qui travaillent à leur côté, alors que c'est plutôt la culture d'un certain nombre de pays anglo-saxons, voire de pays asiatiques. Il y a une forme de solidarité de l'ensemble. Voilà. C'est des choses qu'on a essayé de faire bouger avec les programmes de type France Export. Je sais que les choses évoluent parce que les gens comprennent que ce n'est pas en agissant seul que les choses se font. Je suis aussi tout à fait convaincu que cette idée d'intégration dans la chaîne de valeur, de cette capacité d'avoir quelque chose d'une brique verticale, participe de cette capacité à pouvoir atteindre des tailles critiques qui permettent aussi, quand on atteint des marchés et quand on devient un leader de marché, à imposer des standards, parce que les standards ne se fabriquent pas toujours dans les comités de normalisation, parce qu'il suffit parfois, vous savez, la fameuse phrase « winner take all », il prend pas que le pognon, il prend aussi la capacité de pouvoir fermer le marché en imposant son standard technologique comme étant le standard de marché. Et c'est vrai dans le monde du numérique, et c'est probablement vrai dans les déclinaisons applicatives ou les déclinaisons en transformation de cas d'usage des progrès issus de la photonique. Donc, vous voyez, il y a des troncs communs et il y a en même temps des choses qui peuvent être spécifiques. On est habité, la majorité à laquelle j'appartiens, en proximité avec le gouvernement, à tenter de trouver apporter les réformes qui soient les plus pragmatiques possibles et qui permettent à différents échelons, que ce soit très en amont sur les PIA ou plutôt en aval sur les impôts de production, de faire en sorte qu'on puisse simplifier le travail des entrepreneurs, parce que ça a beau être des chercheurs à l'origine ou des ingénieurs. Pour le coup, je me faisais la réflexion que je vais encore me faire enguirlander parce qu'il y aura une photo avec que des mecs sur le plateau et qu'il y a des femmes, et ce sera légitime qu'elles disent qu'il faut qu'il y ait de la diversité, y compris la représentation plus féminine des plateaux industriels. Et il faut qu'on travaille à faire en sorte que ces segments-là soient de plus en plus attractifs, bien évidemment. L'offre de formation, bien sûr qu'elle existe, et elle est ici extrêmement riche, et elle joue un rôle moteur et fédérateur au niveau du territoire s'agissant de l'attractivité. Mais nous, notre obsession, je vous garantis que jusqu'à la fin du mandat, ça restera intact, et vous pouvez le traduire aussi dans le projet de loi qui est en cours, sur le projet pluriannuel de programmation de la recherche. Il faut tirer les enseignements d'une meilleure collaboration entre le secteur privé et le secteur public, la possibilité pour un chercheur aussi de faire un peu de privé, la possibilité, bref, de battre un certain nombre de murs qui, quand on cloisonne trop les choses, finissent par ne rendre plus les choses possibles. Vous savez, il y a un signe qui est extrêmement fort qui s'est passé cet été. La capitalisation boursière d'Apple, c'est à dépasser la capitalisation boursière de toutes les entreprises du CAC 40. Si on n'est pas conscient que les emplois de demain vont naître des innovations d'aujourd'hui, c'est juste qu'on se trompe de combat. Donc il faut rendre ça plus simple. Merci, monsieur le député. Alors, comme on court un peu après le temps, on va parler maintenant quand même de l'effet Covid. Donc, je vais vous garder le micro.
Et vous allez me dire, effectivement, vu du gouvernement, vu effectivement des élus, comment vous voyez cette période et qu'est-ce que vous essayez de mettre en place pour redynamiser, nous aider l'économie actuelle, voire la faire grandir telle qu'elle devrait. Bon, je vais pas vous noyer sous les chiffres, vous les connaissez, mais la première chose, c'est que d'abord, ça a été une menace avant de devenir une opportunité. Donc, vous savez, dans un cas de figure, là aussi c'est pareil, hein, soit vous regardez les choses comme elles vous arrivent et vous vous lamentez, soit vous retroussez les manches et vous considérez qu'il y a peut-être des choses à tirer de cet épisode. Et c'est en l'espèce ce qui a été fait avec les entrepreneurs, avec les collectivités. Moi, je salue, on retiendra peut-être de cette histoire un certain nombre d'épisodes malheureux, mais moi je veux retenir une France réinventée et une solidarité assez spontanée de l'ensemble des acteurs. La France a bien réagi, il n'y a pas que l'État, et je pense qu'il faut retenir ça. Derrière, ça va bousculer bien des choses, hein, et là on quitte le cadre unique de la photonique sur les relations au sein du travail, même si on est le pays qui d'ailleurs revient le plus vite à une forme de normalisation dans le travail. Si le télétravail a été assez massif, en tout cas a eu une impulsion extrêmement forte. On est un des pays, c'est assez curieux, il va falloir qu'on analyse, qui revient, qui privilégie de nouveau beaucoup le présentiel, en tout cas qui a vu cette diminuer de manière très forte et très rapide le recours au télétravail. Mais ceci dit, pour celles et ceux qui choisiront le télétravail, et c'est il faut le vivre comme une chance, ça bousculera un certain nombre de choses dans le dialogue social. Enfin, ça serait une erreur d'imaginer que on passe d'un monde à l'autre et que ça ne change rien dans la relation entreprise, dans les manières de manager, dans les manières de rendre des comptes, dans la manière d'accompagner et de faire en sorte que le travail puisse être aussi une forme d'émancipation. Donc ça va être un vrai sujet il va falloir dialoguer avec les partenaires sociaux et peut-être trouver de nouvelles modalités pour faire en sorte que le télétravail qui sera durable, qui sera le choix, je l'espère, pour certains de beaucoup, ça puisse s'opérer sans que ce soit une dégradation des conditions de travail et du dialogue social au sein des entreprises, parce que personne n'aurait rien à gagner dans cette affaire. Le reste, il faut redémarrer l'économie. On l'a frisé, quand on fait recours au chômage partiel, c'est une mobilisation extrêmement importante de l'État. Il n'y a pas d'équivalent en Europe des sommes qui ont été mobilisées par la France. Mais, honnêtement, on va pas consacrer 500 milliards tous les 3 mois, pour faire face au Covid. Et tant qu'on n'a pas de vaccin, on est, évidemment, sous sa menace. Et donc, il nous faut trouver, d'autres ressources pour relancer la machine. Et relancer la machine, c'est d'abord ramener un certain nombre d'activités et de relocaliser un certain nombre d'activités sur notre territoire. Il y a là des actions qui sont engagées, très fortes, avec des accompagnements financiers, des choses concrètes qui ont déjà lieu. La première des relocalisations, c'est de faire en sorte qu'elle ne se délocalise pas. J'ai un petit sujet ici, nous avons tous un petit sujet ici chez Nokia, et puisqu'on parle de photonique, ne pas parler de télécommunications et des enjeux qui sont ceux de l'emploi qui pourrait s'en aller. Donc il y a une vraie mobilisation là aussi. Il faut mobiliser tout ce qui est possible pour à la fois rapatrier ce qui n'a plus de sens, à l'épreuve du réel, la démonstration de ses limites, et qu'il nous faut avoir ici. Et vous savez quel est l'effort du gouvernement en la matière. Et puis, il faut que les entreprises qui se créent, il faut que les entrepreneurs qui prennent le risque, la prise de risque, c'est d'abord ce qui caractérise un entrepreneur, puissent être réassurés. Et donc, on ne lâchera rien, encore une fois, sur cette nécessité d'être compétitif par rapport à nos premiers concurrents européens sur la scène internationale. Là-dessus, que ce soit sur la formation, que ce soit sur l'accompagnement des entreprises, on continuera d'être à l'écoute. Pour moi, vous savez, je parle beaucoup là, mais tout à l'heure, je vais passer un peu de temps avec vous et je continuerai d'échanger. Et je prendrai toutes les bonnes informations qui permettront encore et encore dans les véhicules législatifs à venir, les projets de finances et d'autres, à faire en sorte que nous puissions faire tomber les barrières, que ce soit d'ordre réglementaire, administratif et législatif, bien évidemment, pour que tout ça puisse s'épanouir. Parce que moi, je crois au génie gaulois, et Français en général, et Trégorois en particulier. Merci, monsieur le député. Giorgio, sur ce sujet-là? Oui, je voulais simplement dire, nous avons en France un gouvernement qui vraiment comprend ça. Covid l'a rendu encore plus important, mais en France, il y a des grands financements qui complémentent les venture capital, qui sont pas très développés en France, mais le gouvernement met le pied dedans et améliore les choses. Je vous donne un exemple d'une mobilisation. Nous pensions mettre un site de production. Alors, il y avait un endroit potentiel en Asie, un endroit potentiel ailleurs en France. Et puis, on était en train de voir lequel des deux on faisait. Et puis, l'écosystème de Grenoble s'est mobilisé
en disant non, on veut que ça soit ici, et en 2-3 mois, la région, la métro, la ville, le gouvernement, tout le monde s'est mis ensemble, ils ont fait une proposition qui est mieux de ce qui existait ailleurs. Mais ça s'est fait en 2-3 mois. Tu donnes des ordres de grandeur un peu? On va faire un site qui coûte 40 millions, et nous, on va mettre entre 4 et 5. Après, il faudra rembourser le reste. Mais ce que je veux dire, c'est que ça permet de prendre un choix de faire quelque chose en France, et le gouvernement comprend ça. Les régions comprennent ça, les villes comprennent ça. Je pense qu'on a tourné une page. Moi, je suis pas français, et il y a quelques années, c'était ultra dur de faire bouger les choses. Enfin, tout le monde pleurait. Je pense que maintenant, on est dans une phase presque dorée où la lumière s'est allumée. Les entités publiques ont compris. La technologie, c'est ce qui nous a permis de surmonter ce phénomène Covid, de travailler avec la maison parce qu'il y avait les réseaux, de faire de la mobilité. La technologie, c'est ce qui nous permet ça. Et le gouvernement l'a compris. Les jobs se créent dans la techno. Aux États-Unis, la plupart des jobs sont créés dans les startups. Finalement, tout le monde l'a compris. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut être ambitieux. Parce que si vous êtes ambitieux, les moyens commencent à exister finalement. Il faut aider les politiques à le faire, mais il faut être là pour tirer. Ça existe, c'est possible. Merci. Alors Thierry ou Benoît, sur l'aspect terrain, où ces 6 derniers mois ont dû être un peu particuliers, comme pour nous tous, des idées ou des choses qui vous apparaissent comme étant des points importants pour le futur, hein, toujours. Hein. L'un ou l'autre. Je dirais que le Covid, c'est un élément. Les guerres commerciales, depuis quelques années, en sont un autre. Et finalement, elles aboutissent toutes les deux à la même conclusion. Les technologies importantes de base, c'est bien qu'elles soient dans notre périmètre. Alors, pas forcément en Bretagne, pas forcément en France, mais au moins en Europe. Et c'est important d'avoir l'ensemble de ces technologies en Europe. Et c'est vrai que tant mieux si la France a une contribution assez importante. Et clairement, de plus en plus, on me demande si dans mes lasers, dans mes produits, j'ai des composants américains ou pas, quand je vends en Chine. Et c'est des demandes de plus en plus insistantes. Et donc, pour moi, j'ai comme intérêt à trouver l'équivalent ici en Europe. Donc, c'est une opportunité. C'est une grosse opportunité. Je pense que tout le monde l'a comprise. Et maintenant, il faut des bras, il faut des gens qui sortent des universités. On a une très bonne loi. La loi Allègre, elle est ancienne. Ça a changé les choses, c'est-à-dire que ça a permis à des chercheurs de participer à des valorisations de leur recherche. C'est génial. Donc en France, on a plein de bonnes choses quand même. Il y a des freins, quelques-uns qu'on est en train de balayer. Ces freins de transfert, il y a on voit les plateformes, il y en a partout. Sur les fibres, rien que sur les fibres, on a quand même pas mal de plateformes. Après, il faut les faire travailler ensemble. Et on a fait le projet 4F, c'est génial. Là, merci à Photix Bretagne d'avoir organisé ça. C'est Photix France qui a poussé un peu tout ça via du lobbying auprès des ministères. Donc, on a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais qu'on a beaucoup d'atouts, on n'a plus beaucoup de raisons de se planter. Donc on va réussir. Merci. Benoît. Un dernier point, juste pour accélérer encore le mécanisme. On a la chance d'avoir le CIR en France, et c'est vrai que si on pouvait, par exemple, doubler le CIR pour tous les travaux qu'on fait vers les plateformes, que les PME font vers les plateformes, ça boosterait encore plus le truc. Et ça, le CIR, c'est très bien, mais on pourrait encore faire mieux si ce mécanisme vers les plateformes était rendu plus fort. Voilà un message très pratique qui est passé. Voilà. Merci. Alors du coup, comme il nous reste quelques minutes, est-ce que dans l'Assemblée, il y en a qui voudraient poser une ou deux questions à ces éminents intervenants? Oui, on vous écoute. Rapprochez-vous, descendez, parce que sinon on va jamais prendre. Okay. On a rendu des choses beaucoup plus simples, comme il était dit il y a quelques instants. Franchement, les procédures d'installation en France, notamment de sites industriels, on les a considérablement allégées. Qu'est-ce qui permet, quels sont les arguments? L'écosystème, les infrastructures, la formation. Enfin, on a à rougir de personne. Et on a même parfois à regarder le monde d'en haut. Enfin,
quand on regarde la qualité de nos formations, franchement, je n'ai pas à souffrir de la compétition des autres. Et vous savez, quand vous faites quand les investisseurs regardent ce qui se passe au niveau industriel des possibilités de localisation, si vous prêtez attention aux différents benchmarks qui existent, qui prennent en compte l'ensemble des sujets, qualité des services publics, infrastructure, qualité des formations, etc., la France est souvent en tête. La France est souvent en tête. Si vous prenez un seul segment, celui de la formation, et que vous prenez ça sur le rang international, vous allez vous désespérer. Et si vous regardez l'ensemble, quand une boîte vient, elle dit pas hors sol, elle va avoir nécessité de scolariser ses enfants, elle va avoir nécessité de pouvoir transporter ses produits. Si vous prenez l'ensemble de ces sujets, la France est plutôt bien positionnée. Et si vous regardez le coût du travail, c'est pas le seul argument, mais là aussi, des efforts ont été faits ces dernières années. Mais moi, je veux pas rentrer dans une compétition du mieux disant en permanent sur l'ensemble des sujets, du moins 10 ans plutôt. Le mieux disant, on peut livrer la compétition. Le moins 10 ans, c'est pas le scénario qu'on va retenir. Et s'il y a des industriels ou des chefs de projet ou des entrepreneurs qui sont intéressés uniquement par le moins 10 ans de l'ensemble des sujets, bon courage, bonne chance, mais à mon avis, ils font une erreur. Si les gens sont intéressés par le mieux 10 ans, alors la France est un pays qui peut les accueillir, et franchement, on fait beaucoup d'efforts pour accueillir tout le monde, et les investisseurs étrangers y compris, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Vous venez en France, né à Grenoble, né à Lannion, en particulier, venez vous installer, et il y en a qui s'installent. Parce qu'il y a des bonnes écoles, parce qu'il y a des bons services publics, parce que vous pouvez exporter, parce que vous avez du savoir-faire, parce que vous serez accompagné au fur et à mesure des développements dans votre pays. Voilà. Et vous paierez moins d'impôts si vous installez aujourd'hui que vous n'avez jamais payé quand vous êtes à la tête d'une société. Voilà. Et maintenant, ces entrepreneurs de faire le job. Alors, on demande à Giorgio, je suis sûr qu'il sur les 1 milliard 300 millions ou 400 millions, il y a beaucoup d'argent qui vient de l'étranger. Hein. C'est presque tout. Ça marche. C'est presque tout levé à l'étranger. Bon, il fallait rendre aussi un peu aux investisseurs. On appelle 300 millions pour un, 300 millions pour l'autre. Enfin, c'est le prix à payer. Bien. Ah, vas-y, tu voulais rajouter? Non. Donc, une autre question ou un commentaire? Bien, mais écoutez, je vous remercie tous. Tout à l'heure, on a parlé de l'endroit pour les 3e journées de la française. Il me semble que Grenoble pourrait être un bel endroit. Hein. On a les micro-LED, on a les microsystèmes, on a qui est un très beau cluster aussi où il se passe plein de choses. Donc, je pense qu'après Bordeaux, après Lannion et Grenoble, là, on a un triangle magique qui me semble assez intéressant de pousser. Et tous ensemble, on représente la photonique française de façon intéressante. Marseille avait levé la main également. Marseille avait levé la main. Donc, on ne va pas oublier Marseille non plus. Désolé, mais je pense que Et Paris avait levé la main également. Ouais, mais moi j'aime bien tourner autour de Paris, moi. D'ailleurs, je sais plus, c'est hier, il y a quelqu'un qui a dit on faut revenir dans les territoires. Ça, c'était voilà. Et je pense que c'est un effet de Covid aussi, d'essayer de délocaliser, d'être un peu moins jacobin. Voilà. Être un peu plus girondin. Voilà, girondin. Bon, écoutez, en tout cas, un grand merci à tous. Et puis, j'invite Thierry Ducou qui est pour conclure cette journée. Merci. Avant de passer la parole à David pour la conclusion finale, merci pour cette table ronde fort intéressante. Bon, il y a encore pas mal de choses à faire. Je crois quand même, on s'est dit toute cette journée, on a pu voir ces 2 jours, on a pu voir la diversité et la richesse des présentations, une base technologique incroyable. On l'a dit, on ne revient pas sur la qualité de la formation du scientifique, etc. Je crois qu'on a quand même encore à gérer les choses pour le passage à l'échelle. Il faut quand même qu'on soit conscient de ça et que Giorgio nous expliquait que voilà, l'usine à Grenoble, ça s'est monté très vite, mais quand Giorgio s'adresse avec son CV aux investisseurs, je dirais qu'il a aussi, un poids qui est peut-être un peu particulier. Donc, il faut aussi que ces mécanismes-là, ils puissent redescendre jusqu'en bas, et notamment dans le plan de relance, peut-être qu'une part plus grande soit faite sur les filières transverses technologiques.
où on a des plans de relance qui sont encore très verticaux. Voilà. Donc, j'allais dire que politiquement, je pense bien sûr que c'est la réussite qui fera que la photonique sera connue, mais c'est maintenant que les enjeux se font, c'est maintenant qu'il faut investir, c'est des cycles longs la technique. Donc je crois quand même qu'il faut encore, et nous aussi on a une contribution pour la filière photonique, c'est qu'on soit aussi plus vendeur, c'est-à-dire qu'on aille jusqu'aux applications, qu'on ne fasse pas que du bottom-up, qu'on soit capable aussi d'adresser peut-être mieux les applications, la chaîne de valeur, le voyage en meute, etc. J'ai été frappé vraiment par la qualité des prestations globalement sur ces 2 jours, la qualité technique et technologique. Parfois, on envisage les applications en se disant, bah oui, on n'en parle pas trop, c'est qu'elles sont sans doute ailleurs, à l'étranger. Donc voilà, il y a des questions à se poser là-dessus. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que le couplage régional-national, avec les journées comme celle qu'on vient de faire, non seulement ça marche, mais c'est à chaque fois des succès. Ça a été à Bordeaux, ça l'est ici. Donc il n'y a pas d'opposition entre le régional et le national. Ça fait partie aussi des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille tous ensemble. Alors est-ce que l'année prochaine ce sera à Grenoble ou à Marseille, on verra. Voilà. Et puis bien sûr, je vais être court pour remercier vraiment encore une fois Photonics Bretagne par le travail très important qui a été fait. Et je voudrais remercier tout particulièrement Agnès de Photonics Bretagne qui a été vraiment à l'œuvre depuis des semaines et des semaines avec l'angoisse permanente d'une injonction à annuler la journée, ce qui n'a pas été le cas. Et on voudrait te remercier Agnès. Je sais que tu ne peux pas descendre, donc je vais monter vers toi. C'est vrai que tu travailles et je crois qu'elle mérite grandement.